Carrefour Show 2.0, une série de forums débats sur les dossiers chauds de l'actualité, proposé par Choc FM 105.1. Eh bien, bonsoir, vous écoutez Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto. Bonsoir, chers auditeurs et chers invités. Je m'appelle Xavier Lambert et ce soir, donc, merci pour nous joindre à ce forum débat populaire sur le décrochage scolaire. Nous avons autour de la table trois invités. Monsieur Francis Cronier-Thériault, directeur de l'école secondaire Toronto-Ouest pour le conseil scolaire Viamonde. Monsieur Éric Quenet, enseignant à Iroquois Ridge High School. Alors, c'est pour le conseil scolaire public de Halton. Et nous avons également un étudiant, Sabri Bouifort, qui est étudiant francophone dans une école francophone de Toronto. À noter que les discussions sont diffusées simultanément sur les ondes de la radio et en format audiovisuel sur les médias sociaux de Choc FM. Au terme des discussions, nous aurons une foire aux questions du public. Pour nous interpeller, rien de plus simple, utilisez le hashtag Carrefour Choc sur Facebook et Twitter. Pour rappel, ce forum s'inscrit dans le cadre de la série Carrefour Choc FM 2.0 de Choc FM, un projet appuyé financièrement par le Fonds canadien de la radio communautaire FCRC. Dans les mois qui suivent, nous réunirons sur des plateformes experts et grand public pour discuter ensemble des sujets chauds de l'actualité. Les forums sont ouverts au public et les discussions seront diffusées simultanément sur les ondes de la radio et en format audiovisuel sur les médias sociaux. Alors, on va parler maintenant donc du décrochage scolaire. Comme nos étudiants sont en vacances, eh bien, je pensais que c'était évidemment un sujet d'actualité. Alors, suivant un article de notre consoeur de Radio-Canada signé par Jean-Philippe Robillard, en 10 ans, l'Ontario a fait grimper le taux de diplomation des élèves au secondaire de plus de 10%. De bonnes nouvelles. Selon Statistique Canada, le taux de diplomation au secondaire dans les réseaux publics dans les délais prescrits est de 84% en Ontario, faisant du système éducation Ontario un des plus performants en Amérique du Nord. En d'autres mots, presque tous nos élèves ontariens terminent le secondaire avec un diplôme en poche. Mais qu'en est-il de l'Ontario français? Une enquête réalisée par Julie Boissonneau et Simon Laflamme de l'Université Laurentienne en 2017 et intitulée « Le décrochage culturel ou passer de l'école franco-ontarienne à l'école de langue anglaise » introduit une nouvelle perspective dans ce débat. Le décrochage scolaire culturel. Suivant cette étude, au Canada français hors Québec, entre les débuts des études élémentaires et la fin du secondaire, une proportion importante d'élèves quittent les écoles de langue française pour s'inscrire dans les écoles de langue anglaise. En 2019, qu'en est-il vraiment? Quels sont les défis qui perdurent et quelles sont les pistes de solutions à explorer? Nous allons en discuter maintenant, donc, avec nos trois panélistes. Un rappel, nos trois panélistes, ce sont Francis Cronier-Thériault, directeur de l'école secondaire de Toronto-Ouest pour le conseil scolaire Viamonde, Éric Quenet, enseignant à Iroquois Ridge High School, qui est une école secondaire anglophone, j'imagine, et Sabri Bouifort, qui est un étudiant dans une de nos écoles secondaires francophones à Toronto. Alors, tout d'abord, on va aller dans le vif du sujet. Francis, comment est-ce que l'on définit le décrochage scolaire? Pardon? Premièrement, une petite clarification. Dans le contexte pédagogique, on ne parle pas nécessairement de décrochage scolaire, mais plutôt de réussite scolaire. Ça, c'est le langage qui est utilisé dans les documents ministériels, qui sont aussi les documents utilisés comme guide pour la mise en œuvre des différentes initiatives qui sont offertes dans les écoles de langue française en Ontario. Donc, lorsqu'on parle de réussite scolaire, on parle de s'assurer que chaque élève reçoit les besoins, reçoit les services nécessaires pour les besoins qui ont été identifiés pour chacun de nos élèves, que ce soit au niveau de bien-être, que ce soit au niveau académique, que ce soit au niveau d'avoir un appui en termes de santé mentale. Lorsque nos élèves vivent des difficultés, tant à l'élémentaire qu'au secondaire, lorsqu'on parle d'initiatives pour la réussite des élèves, ce sont toutes les initiatives, tous les efforts qui sont mis en place pour répondre à ces besoins-là, pour s'assurer que chaque élève arrive à son diplôme secondaire. Alors, votre avis d'abord, Éric, le décrochage scolaire, c'est quoi selon vous?
Oui, merci beaucoup de nous avoir conviés à cette table de réflexion. Le décrochage scolaire, comme nous avons entendu tout à l'heure de la voix de Francis Cornier, en réalité, la terminologie a beaucoup plus évolué. Donc, oui, le décrochage scolaire est une réalité, mais il faut tout simplement se rendre à l'évidence que le ministère de l'Éducation met en place effectivement des mécanismes pour que davantage on puisse avoir une discussion assez positive, donc que ce soit un langage assez positif en ce qui concerne effectivement l'abandon des études et qu'on n'arrive pas à la diplomation. Donc c'est pour cela effectivement qu'au niveau des conseils anglophones, tout comme au niveau des conseils francophones, on parle beaucoup plus de student success. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que davantage on ne puisse plus assister à un abandon systématique des étudiants en cours de trajectoire, dû certainement au fait de la santé mentale ou alors dû peut-être à un manque de financement. C'est autant de choses qu'on doit effectivement adresser lorsqu'on parle effectivement du décrochage scolaire. Mais pour revenir à la question essentielle, le décrochage scolaire se définit comme étant cet abandon qui est lié à plusieurs facteurs, mais ces facteurs, en réalité, lorsqu'ils sont analysés sur un prisme beaucoup plus très positif, on se rend compte que ces facteurs sont en réalité des situations que l'on rencontre chaque jour, mais qui ne sont pas non plus des obstacles infranchissables. Comment est-ce qu'on peut effectivement embrasser ces obstacles et donner la possibilité à chaque élève, à chaque étudiant dans un conseil scolaire public en Ontario d'être à la fin de sa trajectoire détenteur d'un diplôme secondaire? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Okay. Alors, une question à nouveau à poser à vous deux, chacun à votre tour. Les conséquences de l'abandon scolaire, j'imagine, les conséquences d'abandonner l'école secondaire pour un jeune à Toronto sont probablement très dramatiques. À vrai dire, dans mon contexte professionnel, 100% des élèves de l'école terminent avec leur diplôme d'études secondaires. Donc, est-ce qu'il y a des conséquences? Les conséquences ne sont pas nécessairement observées et je ne peux pas en témoigner. Tout ce que je peux vous partager, c'est que dans les historiques d'autres élèves qui ont eu des défis au niveau de la réussite scolaire, ces élèves-là ont définitivement de la difficulté à trouver un emploi. Le standard minimum est vraiment le diplôme d'études secondaires de l'Ontario, le DESO. Donc, l'obtention du DESO est à la fois la base de tout emploi maintenant, que ce soit dans la restauration, que ce soit en hôtellerie, c'est souvent ce que les employeurs vont demander. Donc, si un jeune adulte n'obtient pas son diplôme d'études secondaires, il est fort probable qu'elle aura de la difficulté à décrocher un emploi. OK. Éric, j'imagine que la vie devient très difficile pour un jeune de ne pas obtenir le diplôme d'études secondaires, n'est-ce pas? Naturellement, et c'est pour cela d'ailleurs que dans les collèges ou alors dans les écoles d'enseignement secondaire, on ne se focalise plus essentiellement sur l'admission à l'université comme étant la base même de l'épanouissement pour un élève qui est au secondaire. Parce qu'en réalité, il faut pouvoir orienter les élèves à d'autres sphères. Tout à l'heure, on a effectivement parlé des métiers de la restauration et autres. Et c'est exactement ce que les conseils scolaires s'évertuent effectivement à donner comme message aux élèves. Parce qu'en réalité, si on se cantonne uniquement à dire aux élèves qu'après le secondaire, il faut penser à l'université, ça leur donne l'impression en fait qu'il faille travailler 4, 5, 6 fois plus, alors qu'en réalité, au sortir du secondaire, un élève qui est bien formé, bien outillé, devrait être capable de pouvoir se prendre en charge dans la société. Donc du coup, ce qui est intéressant ici, c'est quels sont les moyens et les mécanismes que le ministère de l'Éducation, les conseils scolaires, les organismes qui œuvrent dans le domaine de l'éducation mettent en œuvre pour que chaque élève puisse tout au moins, je dis bien tout au moins, finir son cursus secondaire et être capable de se prendre en charge et être capable d'être un contributeur essentiel dans la société. Et c'est pour cela d'ailleurs que les conseillers d'orientation jouent un rôle essentiel ici. Ils doivent effectivement être capables de donner le temps et donner effectivement les moyens à ces étudiants qui ne sont pas nécessairement orientés vers le cursus académique et universitaire, de pouvoir effectivement embrasser des filières qui leur permettent d'être opérationnels au sortir du secondaire. Et ça, c'est possible.
Sabri, tu es étudiant dans une école francophone. Est-ce qu'on aborde de sujets parmi tes amis? Est-ce que c'est quelque chose qui est discuté ou est-ce que tu as... ton directeur d'école nous disait que c'est 100% de diplomation, souvent peut-être dans ta cohorte, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on aborde entre jeunes? Oui, alors, parmi mes amis à moi, tout le monde va graduer l'école secondaire, mais je connais quelques personnes qui n'ont pas gradué l'école secondaire. Et on entend beaucoup de temps des histoires de personnes qui ne graduent pas l'école secondaire, qui sont comme des réussites, et comme Steve Jobs ou whatever. Mais ces personnes sont très intelligentes et quand ils quittent l'école, ils ont un plan. Et les personnes qui juste quittent l'école parce qu'ils disent comme « Oh, c'est boring », vont probablement pas réussir dans la vie. Ça, c'est comment je pense. Et qu'est-ce que, toi, en tant que jeune, j'imagine que c'est l'attrait d'un futur emploi qui te garde intéressé à finir tes études. Quelle est ta motivation, justement, pour ne pas décrocher? Mes parents vont me tuer. Voilà, je pense quelque chose qui est sûrement très efficace. Ça ne fait pas partie des stratégies du ministère, mais je pense qu'elles sont très... Le partenariat avec la maison. Voilà, c'est ça. Le partenariat avec la maison est toujours essentiel. La violence, non. Bien évidemment, ça t'a jamais traversé l'esprit. Parce qu'on parle souvent, les jeunes disent oh, c'est ennuyant dans les cours, mais de là à quitter l'école, non. Non, pas vraiment. C'est vraiment. Des fois, c'est très ennuyant, mais je sais que c'est mieux de rester dans l'école. Oui. Et qu'est-ce que tu penses tu as certains des amis ou peut-être des connaissances qui ont quitté l'école. Que penses-tu qui les attend dans la société sans leur diplôme d'études secondaires en poche? Well, mes amis qui n'ont pas gradué l'école secondaire, je crois qu'ils vont avoir un futur. Mais honnêtement, je ne crois pas que ce serait un futur très bon. Dans quel sens? Comme je crois qu'ils ne vont pas être comme homeless, ils vont avoir un travail, mais je ne crois pas qu'ils ne vont pas avoir comme leur dream job de travail de rêve. Je crois que c'est un peu trop tard pour ça. Mais, Nous l'avons évoqué plus tôt, une majorité d'élèves ontariens terminent leur secondaire avec un diplôme en poche. Selon Statistique Canada, le taux de diplomation au secondaire dans le réseau public et dans les délais prescrits est de 84%. Donc, on est à un taux de diplomation très élevé en Ontario, ici au Canada. Mais qu'en est-il de l'Ontario français? Est-ce que le taux de diplomation des jeunes francophones dans l'Ontario est aussi élevé? Alors, les facteurs qui influencent l'abandon des études peuvent être liés ou non à l'école. En ce qui concerne les facteurs de risque non liés à l'école, plusieurs ont été cités. Mauvaise fréquentation, faible revenu familial, appartenance à un groupe minoritaire ou à une langue minoritaire comme langue maternelle. Un jeune étudiant francophone issu d'un groupe ethnoculturel minoritaire et d'une famille modeste est-il toujours plus vulnérable qu'un autre à tomber dans ce piège du désengagement à Toronto en 2009? Selon une étude de Cindy Lynn Tremblay du département de développement humain de l'Université Laurentienne, en milieu minoritaire, c'est-à-dire en milieu francophone ici en Ontario, effectuer un transfert au niveau de la langue peut impliquer souvent un transfert aussi au niveau culturel. Dès lors, on parle d'une problématique touchant jusqu'à l'identité même du jeune francophone dans ses zones d'appartenance et de référence. Eric, est-ce que vous êtes d'accord avec ce postulat? C'est en réalité une très très belle étude et je veux tout simplement rappeler que le décrochage scolaire est c'est un phénomène assez complexe et pour mieux le comprendre, il faut en fait cerner tous les contours parce qu'en réalité, ça ne survient pas du jour au lendemain. C'est la résultante d'une série d'accumulations, que ce soit effectivement des frustrations au niveau académique ou alors des frustrations au niveau de l'intégration. Et tout à l'heure, vous avez parlé effectivement des minorités. Et c'est là où je vais axer un tout petit peu mon propos parce qu'en réalité, ce changement, vous avez parlé effectivement de décrochage culturel qui est une très belle terminologie et c'est en fait quelque chose que nous vivons chaque jour parce que de plus en plus, on voit effectivement des trajectoires se changer, des élèves qui commencent un cursus au niveau des écoles francophones, mais et qui soudainement décident d'aller dans les conseils anglophones. Je suis enseignant dans un conseil anglophone et j'en vois effectivement tous les jours qui viennent des conseils francophones. Et la question que je pose est la même tous les jours. Quelle est la raison essentielle pour laquelle tu as changé? Et essentiellement, il y a le facteur de l'intégration. Okay. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes, effectivement, estiment que dans ces conseils, ils ne se trouvent pas, effectivement, intégrés dans la culture de l'école elle-même. Et puis de deux, le fait aussi de pouvoir, tout simplement,
faire ce cheminement en tant qu'immigrant, c'est déjà un gros défi. Et du coup, je me dis, c'est très important de pouvoir captiver tous les francophiles, tous les francophones qui arrivent à Toronto et qui veulent effectivement s'exprimer dans un contexte culturel francophone, dans une école francophone. Okay. Je ne dis pas que ce sont pas bien sûr, ça fait mon bonheur de voir les francophones dans une école anglophone, mais seulement c'est important aussi en tant que francophone, c'est notre identité que nous bâtissons tous les jours. C'est important de pouvoir donner effectivement les moyens nécessaires à chaque élève, à chaque étudiant, de pouvoir s'imprégner des réalités de la culture franco-ontarienne et de réussir. Et bien sûr, je pense que mon collègue ici va effectivement aller dans le même sens que moi. C'est important qu'on puisse donner de la voix aux étudiants, c'est écouter effectivement c'est quoi en réalité les problèmes qui minent ces jeunes et pouvoir les adresser de façon assez pratique. Alors Éric, vous parliez d'un jeune qui a du mal à s'intégrer, qui ne se sent pas intégré dans le système francophone. Est-ce qu'il y a un archétype de ces jeunes que vous voyez venir dans votre école anglophone? Est-ce que vous voyez quelque chose qui se répète souvent, une origine culturelle particulière ou c'est assez divers? Pas nécessairement une origine particulière parce que le défi que les immigrants rencontrent dans ce pays sont les mêmes, qu'ils soient venus de la Syrie ou bien alors du Liban ou du Cameroun ou bien de n'importe quel autre pays. Ce sont les mêmes défis qu'ils rencontrent. Mais ce qui est en fait très important à noter ici, c'est effectivement les mécanismes qui permettent à chaque étudiant de pouvoir exprimer sa diversité de façon assez particulière dans son contexte scolaire. Et je pense que c'est ici, en fait, que chaque conseil scolaire ou alors chaque école doit pouvoir faire la différence, donner de la voix à chaque étudiant. Et je pense que les conseils scolaires font déjà un travail remarquable parce que davantage on parle d'ouverture, on parle d'inclusivité, on parle de diversité. D'ailleurs, le mois dernier, c'était le mois de la célébration de l'histoire des Noirs et la plupart des écoles ont effectivement mis sur pied un calendrier qui martelait effectivement cet événement-là. Mais maintenant, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on pourrait davantage retenir les jeunes francophones qui arrivent ici et qui veulent évoluer dans un système francophone sans forcément regarder ce qui se passe ailleurs dans les conseils anglophones. Donc, je ne vais pas ici, en fait, être celui-là qui met tout simplement des bâtons dans les roues dans les conseils anglophones. Je ne dis pas que les écoles d'immersion ne sont pas des très bonnes écoles, mais ce que je veux dire, c'est que le francophone a besoin effectivement d'exprimer son identité d'où qu'il vienne. Alors, comment est-ce que l'on fait pour garder justement nos jeunes francophones, M. Cronier-Thériault? C'est une très bonne question. C'est une question qu'on se pose justement en ce moment parce que c'est le temps des choix de cours, c'est le temps de la transition vers le secondaire pour nos élèves de la 8e qui pensent aller vers la 9e année. La transition de la 8e à la 9e année est une des transitions où on remarque une réduction des effectifs dans les écoles de langue française. Justement, ce sont de nos élèves qui vont vers des écoles de langue anglaise. Et pourquoi? Le pourquoi a plusieurs raisons, a plusieurs réponses. Il y a certaines écoles qui offrent des programmes spécialisés depuis plus d'une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années, qui sont dans le voisinage de l'école de langue française, ici même à Toronto. Ces programmes, puisqu'ils ont une excellente réputation, sont alléchants aux familles de langue française qui voient un établissement scolaire de longue date, de bonne réputation, qui offre un programme spécifique, peut-être en art, peut-être en maths, en sciences, quel que soit le programme. C'est un programme qui est alléchant pour nos élèves de langue française. Là où revient la décision, c'est est-ce que le programme alléchant en anglais va être plus intéressant que mon engagement envers ma communauté, vers la langue française, vers le système d'éducation de langue française. La réponse, je ne sais pas pour porter un jugement sur les familles qui font le choix d'aller vers une école de langue anglaise. Au contraire, le magasinage, c'est là. Mais pour des familles qui, elles, valorisent, ou pour un élève qui valorise l'éducation de langue française, les écoles de l'Ontario, la nuance entre une école de langue anglaise, une école d'immersion et les écoles de langue française, c'est que nous, on a un mandat avec la politique d'aménagement linguistique de faire vivre la culture francophone dans nos écoles, d'être des passeurs culturels. Donc, d'amener des activités où les élèves vont pouvoir
être mis face à des modèles de langue française, quelle que soit la matière qui soit enseignée, quel que soit le niveau de l'élève. Le personnel enseignant ont un mandat d'apporter, de faire des liens avec la culture, d'être eux-mêmes des passeurs culturels par la politique d'aménagement linguistique, quelque chose qui n'existe pas du côté de langue anglaise. Donc, lorsqu'on parle de décrochage culturel, lorsqu'un élève fait le passage du système de langue française vers le système de langue anglaise, absolument. Les systèmes de langue anglaise n'ont pas ce mandat. Ils vont peut-être enseigner le français sous forme de French as a Second Language ou de Core French ou de Immersion French. Mais ce n'est pas l'immersion française, c'est Immersion French. Contrairement aux écoles de langue française qui, elles, enseignent des cours de langue française, langue première, et des cours de English, langue première, English aussi. Ce ne sont pas des cours d'anglais dans les écoles secondaires, ce sont des cours d'English. Et donc, je fais un peu du coq à l'âne entre le décrochage culturel, mais aussi les stratégies de rétention. Donc, ce qu'on fait pour retenir nos élèves, c'est qu'on essaie d'avoir des programmes d'excellence. On essaie de rehausser la rigueur pédagogique de nos classes, d'avoir des programmes intéressants, motivants, qui vont permettre aux élèves d'avoir différentes opportunités pour trouver leur place, pour s'épanouir. Qu'ils aient l'intention d'aller vers le collège à la fin des études secondaires, ou l'université, ou le marché du travail, ou le service communautaire, ou faire une 5e année de Victory Lab, comme on dit, pour améliorer leur résultat scolaire. Ça leur appartient. L'objectif, c'est qu'ils se trouvent et qu'ils qu'ils amènent une décision, qu'ils prennent une décision à la fin de leurs études secondaires vers une destination post-secondaire qui est adaptée à leur réalité individuelle. Donc, ça, c'est une autre politique qui est mise en place en Ontario. Du fait, on parlait un peu de conseillers en orientation. Ça, c'est un des volets de la réussite qui existe. On a des programmes coop. Ça brille ici à travers le programme coop, où les élèves ont l'opportunité d'aller faire une expérience de travail sur le marché du travail. On a aussi les majeures haute spécialisation, qui sont des programmes où les élèves en 11e, 12e année vont prendre 10 cours spécifiques avec 2 coops dans un domaine spécifique. Il y a des programmes de transition, des programmes de double reconnaissance de crédit. Tout ça existe pour permettre aux élèves de trouver leur voie, de trouver leur destination et justement de prévenir le décrochage tant au niveau scolaire qu'au niveau culturel pour nous dans des systèmes d'éducation de langue française. Alors, un rappel à nos auditeurs que vous écoutez donc un forum débat populaire sur le décrochage scolaire, un sujet d'actualité bien évidemment, puisque nous sommes dans la semaine de relâche. Les écoles de Toronto et d'ailleurs en Ontario sont en vacances en ce moment. Et nous avons autour de la table M. Francis Cronier-Thériault, directeur à l'école secondaire Toronto-Ouest pour le conseil scolaire Viamonde, Éric Quenet, enseignant à Iroquois Ridge High School, donc une école anglophone pour le conseil scolaire public de Halton. Et enfin, Sabri Bouifort, un étudiant dans une école francophone. Et justement, Sabri, je voulais te poser la question que j'ai posée à M. Quenet et à M. Cronier-Thériault. Est-ce que les écoles anglaises sont toujours un petit peu attrayantes? Il y a toujours cette tentation d'aller vers une école anglaise pour les jeunes du francophone? Oui, sans doute. Oui, je crois parce que les écoles anglophones, comme TDSB, sont plus grandes que le conseil scolaire Viamonde, que ça attraque beaucoup d'attention. Comme je m'en souviens, dans la 8e année, j'avais beaucoup d'amis à l'école française, mais quand on a changé en 9e année, beaucoup de mes amis sont partis dans des écoles anglophones. Parce que les conseils scolaires Viamonde, c'est bien, mais je crois que le TDSB a beaucoup plus de programmes parce qu'il y a plus d'écoles. Alors, pour beaucoup de élèves, c'est une raison de changer de district, non pas de district, de conseil. Et ces jeunes, est-ce que tu es toujours en contact avec eux? Est-ce que oui. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce changement vers une école anglophone? Est-ce qu'ils sont contents de l'avoir fait ou est-ce qu'il y a un petit regret d'avoir quitté leur identité francophone? Je crois que la majorité n'ont pas sont d'accord avec le change. Parce que quand ils ont changé, c'était la 8e année, on était jeunes, alors on ne pensait pas vraiment comme culture et comme la langue française. Alors je crois que tout le monde est d'accord avec leur changement. Je crois que c'est différent si tu changes d'école comme après, peut-être comme
10e, 11e année, c'est différent, mais... Yeah. Et toi, qu'est-ce qui te motive à rester dans une école francophone? Quel est le plus que tu vois dans les écoles francophones que tu n'aurais peut-être pas dans une école anglophone? Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être c'est parce que c'est la langue française, honnêtement. Ça, c'est la seule raison. Car je connais beaucoup d'écoles anglaises qui n'ont pas de programme de français. Alors, je crois que c'est bien de garder la langue française. OK. Alors, on parle de garder la langue française, mais bien entendu, dans les écoles secondaires, les programmes externes, le parascolaire, ce qu'on appelle le parascolaire, et aussi les programmes spéciaux spécialisés jouent un grand rôle. Monsieur Quenet, est-ce que c'est vrai que les écoles anglophones sembleraient offrir plus de choix de cours, plus d'activités parascolaires que d'autres? Est-ce que c'est... Je suis très mal placé pour faire la comparaison parce que en réalité, pour moi, ce qui importe ici, c'est surtout la réussite de chaque élève, quel que soit le conseil scolaire dans lequel effectivement il étudie. Mais pour moi, ce qui est intéressant, et tout à l'heure on parlait effectivement de la démotivation ou bien du désintéressement des élèves du conseil scolaire francophone qui essayent effectivement d'aller voir ailleurs. Je pense qu'il faut aller au-delà effectivement de ces élèves, s'interroger aussi sur la motivation de leurs parents, parce que les élèves ne prennent pas les décisions sur eux-mêmes. Les parents sont effectivement les premières personnes qui donnent une orientation stratégique à ces enfants. Et on a un gros problème aujourd'hui en Ontario. Vous savez, effectivement, avec les nouvelles réformes qui ont été prises par le gouvernement Ford en ce qui concerne l'Université de l'Ontario français. On se pose la question sur l'avenir, effectivement, de la francophonie en Ontario. Mais ce qu'on oublie, effectivement, c'est d'analyser en profondeur la dynamique même de la francophonie en Ontario. Je m'explique. Dans les écoles francophones en Ontario, ou alors dans les écoles françaises en Ontario, il faut en fait qu'on se rende à l'évidence que les élèves ne sont que la résultante de l'investissement des parents. Et si les parents, eux, perdent effectivement cette motivation à envoyer les enfants dans les écoles françaises, il y a de fortes chances qu'à l'avenir, que les écoles françaises diminuent davantage d'effectifs. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir effectivement le niveau ou alors le nombre d'enseignants qui sont issus de la diversité et qui constituent effectivement le personnel enseignant dans les conseils francophones. Comment est-ce que leur intégration se fait? Parce que ça peut être un facteur aussi non négligeable. Je ne dis pas effectivement que c'est un problème. Mais je vais effectivement m'appuyer sur un document ou alors tout simplement une issue qui a eu lieu la semaine dernière. C'est à la rencontre de l'AEFO. Je ne suis pas membre de l'AEFO, mais il m'a semblé tout simplement qu'à la rencontre de l'AEFO du 23 février 2019 dernier, ici à Toronto même, il y a eu un sondage qui a été rendu public qui, en fait, mettait en avant le fait que les enseignants, à 70%, les enseignants qui sont issus de l'immigration, ou bien 70% d'enseignants en majorité, c'est-à-dire des enseignants blancs, se plaignaient du fait que les enseignants issus de la diversité n'étaient pas compétents. Ça, c'est un gros problème parce qu'en réalité, si en tant que francophone... Alors, c'était les enseignants qui eux-mêmes ont fait Exactement, ça c'est un compte rendu qui a été fait. Et du coup, je m'interroge, qui a la compétence de la compétence, de pouvoir interroger effectivement la compétence des enseignants. Et ça pose un problème parce que si en tant qu'enseignant francophone, quel que soit le milieu dont on est ici, si on n'est pas en mesure de pouvoir avancer de façon organisée, en rang vraiment serré, il y a de fortes chances que l'avenir de la francophonie en Ontario soit effectivement mis en danger. Et ce que je dis ici, c'est que si les enseignants qui sont issus de la diversité dans les conseils francophones se sentent en danger du fait que leurs collègues ne pensent pas qu'ils soient assez compétents comme eux, du fait que la culture est un facteur de différence, alors il y a de fortes chances qu'ils puissent effectivement orienter les enfants vers d'autres conseils scolaires. Et à la fin, qui est-ce qui perd? C'est nous autres. Parce qu'à la fin, il faut tenir compte d'un fait. Nous sommes tous francophones, nous sommes tous francophiles, et tout ce que nous mettons en œuvre aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement pour nous, c'est pour nos enfants qui grandissent. Et dans 25 ans, quel sera l'avenir de la francophonie en Ontario? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Oui, M. Cornier-Votterio, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce sujet? Tout simplement pour peut-être faire du pouce sur ce que tu disais, Éric. Moi, je partageais en termes de
de direction d'école, sans regarder la culture ou d'où viennent les gens. C'est plutôt au niveau de le background pédagogique. Et quelle que soit l'issue culturelle de l'enseignante, de l'enseignant qui vient enseigner en salle de classe, l'ouverture à cette stratégie engageante au niveau de la pédagogie, c'est ce que je recherche chez le personnel enseignant, qu'il soit d'origine franco-ontarienne, qu'il soit d'origine canadienne ou d'ailleurs. On cherche des personnes qui ont cette ouverture, qui vont vraiment aller au-delà de l'enseignement traditionnel où on place les élèves en rang d'oignon et on fait répéter des additions en série aux élèves. Ce qu'on recherche, c'est des pédagogues. On cherche, au-delà des enseignantes et des enseignants, on cherche des pédagogues, des personnes qui vont réfléchir à ce qu'ils font en tant que travail professionnel, en tant que profession, et d'être des experts de leur profession, de réfléchir à qu'est-ce qu'ils ont fait qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a été fait qui n'a pas bien fonctionné. Donc, je ne veux pas m'adresser sur les propos de l'AFO. Moi, ma perspective, c'est quelle que soit l'issue culturelle de l'enseignant qui travaille dans nos écoles, c'est d'avoir cette ouverture sur une pédagogie où on utilise la mentalité de croissance, où on fait de la pédagogie par projet, on fait de l'intégration des matières. Et ça vient... C'est difficile à faire, cette transition, pour des gens qui viennent d'ici et qui viennent d'ailleurs, parce que la méthode qui a été utilisée avec nous était une méthode traditionnelle. Et donc, au-delà de la formation en enseignant, qui est, lorsque moi je l'ai fait, est 1 an, maintenant qui est sur 2 ans, c'est quand même seulement, je vais dire, 16 mois ou peut-être 20 mois pour refaire une perspective d'apprentissage qui est ancrée depuis l'enfance. Et parce qu'en tant que pédagogue, le réflexe naturel, c'est de répéter ce qu'on a vécu nous-mêmes. Et là vient l'importance de la pédagogie. C'est de reconnaître quel a été notre style d'apprentissage en tant qu'élève, qu'est-ce qui nous a été présenté, et de briser le moule. De dire, OK, moi, on m'a forcé à apprendre comme ça. Dans ma salle de classe maintenant, j'ai 25, 30 élèves, tous des apprenants différents, qui ont un profil individuel, qui ont des motivations individuelles. Donc, moi, comme pédagogue, je vais réfléchir aux choses qui ont fonctionné dans le système traditionnel, mais qui n'ont aussi pas fonctionné pour ne pas répéter ce qui n'a pas fonctionné et de faire de la mise en œuvre de stratégies gagnantes pour chaque élève, pour tous les élèves dans la salle de classe. Parce que qu'ils soient franco-ontariens ou européens ou africains, ils ne peuvent pas enseigner la façon dont on leur a enseigné. Je pense que tout le monde est à la même enseigne. Là. Je vois pas... Donc, c'est vraiment là où la transition existe, je te dirais, c'est au-delà de d'où viennent les gens. C'est plutôt les gens qui travaillent, le personnel qui travaille dans les écoles, ils doivent avoir cette mentalité de croissance pour bien réussir, parce que c'est ce que les élèves demandent. Plutôt, Éric, tu parlais de la voix des élèves, d'écouter ce que les élèves demandent. Mais il y a une publication annuelle. Le OCDE a fait une publication sur ce que les élèves aimeraient avoir en 2030. Parlons Science a fait une activité sur Canada 2067, donc au 200e du Canada. Qu'est-ce que les élèves aimeraient avoir en phase 2? Et on peut le demander à Sabri. Justement, Sabri, d'après toi, qu'est-ce qui fait un cours intéressant ou à quoi reconnais-tu un bon enseignant? C'est pas une question peut-être pas facile, et puis, mais qu'est-ce qui, d'après toi, va rendre un enseignant ou un cours plus intéressant qu'un autre? La première chose pour moi, c'est un enseignant qui comprend comment enseigner. Ça, c'est la première chose. Parce que, comment c'est les suppléants, des fois, ne sont pas comme mauvais, mais ils ne peuvent pas comme apprendre un cours, tu sais, comme toute l'année. Ça, c'est pourquoi c'est un suppléant. Et aussi, c'est aussi bien de l'enseignant de connaître la classe, connaître les personnes dans la classe pour mieux apprendre, pour que les élèves puissent apprendre mieux.
Parce que des fois, si un enseignant ne connaît pas vraiment le cours et juste fait ce qu'il veut, ça ne va pas intéresser les élèves, je crois. Et bon, alors, il faut qu'ils connaissent les élèves, mais est-ce qu'il y a des façons d'enseigner qui t'intéressent plus que d'autres? Est-ce que tu peux penser à des exemples de stratégies pédagogiques? C'est un mot un petit peu du milieu là, pour désigner comment l'enseignant s'y prend pour enseigner. Est-ce qu'il y a des choses qui marchent avec les jeunes de ton âge? Je crois que les choses visuelles, comme au lieu de juste lire, avoir des photos, ça marche quoi. Ouais. Parce que comme si on juste lit, c'est vraiment comme ennuyant et tu veux dormir dans la classe. Mais s'il y a des photos et je crois peut-être même les couleurs, ça intéresse les jeunes honnêtement. Donc, il faut ce stimuli visuel que peut-être les gens de notre génération peut-être étaient moins sensibles à ça. Hein. Non, mais je pourrais te dire, Xavier, et ça n'a rien à voir avec les jeunes d'aujourd'hui. L'être humain, on parle de stratégie pédagogique, on parle de VAC, l'acronyme qui est utilisé en pédagogie, VAC étant visuel, auditif, kinesthésique. Donc, lorsqu'un pédagogue est devant un groupe d'élèves et que quelle que soit la matière, utilise des stratégies où les élèves sont mis à voir ce qui est enseigné, à entendre ce qui est enseigné et ensuite mis à faire un projet kinesthésique, manipulatif envers ce projet, la mémorisation, la compréhension du concept enseigné, que l'élève soit en maternelle ou que l'élève soit en 12e année, ça va être un apprentissage à long terme. Et ça, la science de l'éducation le prouve à maintes et maintes fois que on va au-delà de l'apprentissage, on va à la compréhension lorsque chaque élève fait face à des stratégies pédagogiques gagnantes et des stratégies à haut rendement. Alors, j'avais cité une étude de Cindy Lynn Tremblay en début d'émission. En fait, lorsqu'on regarde ce qui est fait aux facteurs de risque directement liés à l'école ou invoque l'injustice ou l'inefficacité du système disciplinaire, le manque de services adéquats pour les élèves en difficulté, de même que l'inadéquation du curriculum et de l'enseignement. Alors justement, ça c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, les élèves qui ont des difficultés. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils ne décrochent pas? Éric, tu veux peut-être commencer? Oui, ça se relie en même temps à ce que j'ai dit tout à l'heure, la voix de l'étudiant, la voix de l'élève. Parce qu'en réalité, chaque apprenant dans la salle de classe a en fait un profil, je veux dire, individuel, mais alors différents des uns et des autres. Et c'est très important de pouvoir tout simplement identifier les difficultés que chaque élève traverse. Ça ne peut pas être en fait visible. Ça peut être des difficultés liées effectivement à sa vie de famille. Comment est-ce qu'on intègre cela dans notre pédagogie quotidienne pour donner effectivement la possibilité à chaque élève de pouvoir s'exprimer. C'est ça qui est très important. Et tout à l'heure, effectivement, on parlait du partenariat famille, école, et je veux ajouter communauté. Parce qu'en fait, au-delà effectivement de la famille, de l'école, il y a la communauté qui joue un gros rôle très très important. Et c'est pour cela que je pense que nous, en tant qu'éducateurs, nous, en tant qu'enseignants, il est important d'aller au-delà de ce que nous avons comme information venant des parents ou bien venant bien sûr de notre administration, les directeurs d'école. Il faut créer en fait ce lien avec l'élève, créer ce rapprochement avec l'élève, qu'il ait un besoin en enseignement ou pas. Parce qu'en réalité, c'est en se rapprochant davantage des élèves que nous sommes capables de pouvoir anticiper sur leurs besoins. Et nous sommes capables effectivement de proposer des solutions qui leur permettent d'être efficaces et de pouvoir être réceptifs à l'enseignement que nous donnons. Il faut en réalité sortir des sentiers battus de l'enseignement. Tout à l'heure, effectivement, on a mentionné, il faut en réalité donner la possibilité à chaque élève de pouvoir s'exprimer différemment. Et en ce qui concerne effectivement les besoins d'apprentissage, ce qui est important, c'est bien sûr l'avenir que nous nous fixons pour nos élèves en Ontario. Il y a eu beaucoup de bruit ces derniers jours au sujet effectivement des élèves qui sont atteints d'autisme. Et ça, c'est un problème essentiel dans nos conseils scolaires. Quelles sont les stratégies que nous mettons en place, au-delà bien sûr de l'aspect du financement, parce qu'on semble se cantonner beaucoup plus sur le financement. Mais qu'est-ce que nous faisons en tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants nous-mêmes, pour accompagner ces élèves chaque jour, au-delà de ce financement? C'est ça en fait la question fondamentale. Et bien sûr, au-delà des élèves qui ont des problèmes de difficultés ou des difficultés au niveau de l'autisme, il y a des enfants qui ont des problèmes émotifs. Comment est-ce que nous les adressons? Comment est-ce que les directions sont beaucoup plus
ouvert et réceptif à ces élèves qui rencontrent des difficultés chaque jour? Comment est-ce que nous, en tant qu'enseignants, nous pouvons davantage embrasser notre humanisme et notre posture de être humain pour donner effectivement de la voix à ces élèves? Je pense que c'est la question essentielle qu'il faut se poser. Monsieur Cronier-Thériault, comment fait-on? Est-ce que ce que l'on demande aux écoles secondaires aujourd'hui, est-ce que c'est trop de pouvoir aider chaque élève, accompagner chaque élève selon sa spécificité, ou est-ce que c'est tout à fait possible? Je crois que c'est tout à fait possible. Je crois qu'on ne peut pas avoir d'autre perspective que de croire que c'est tout à fait possible, justement pour garder cette mentalité de croissance-là, pour ne pas abandonner sur les défis que nos élèves vont avoir. Il est certain qu'il y a des défis que nos élèves ont au quotidien qu'on ne souhaite à personne. Il y a des vécus qui ne sont vraiment pas équitables. Lorsqu'on parle de l'image là, de l'élève qui arrive à l'école, quel était son point de départ? Comment était sa matinée? Est-ce qu'il a déjeuné? Est-ce qu'il a été accueilli avec un câlin de ses parents? Est-ce qu'il a été réveillé avec un verre d'eau, avec un cri « Hey, t'es en retard, dépêche-toi! » Il y a le vécu de l'élève, je vais dire, tout ce que l'élève porte en elle, en lui, dans son sac à dos, dans son vécu à l'entrée de l'école, ça c'est incontrôlable par rapport au système scolaire. Ça, je ne devrais pas dire incontrôlable. Ce que je veux dire, c'est chaque élève a son propre vécu. Nous, ce qu'on doit faire, c'est quel que soit le vécu de l'élève, lorsqu'il entre dans la bâtisse, c'est s'assurer que l'élève se sente aimé. Aimé dans le sens, là, accueilli, où il va pouvoir être dans un milieu d'apprentissage où il pourra s'épanouir, où c'est permis de faire des erreurs, où s'il y a une erreur, que l'élève, qu'on en fasse une éducation, que ce ne soit pas juste de la discipline, qu'on ait une conversation. La vérité se discute, le mensonge se punit, c'est une expression que mon père utilisait, mais nous, on doit fonctionner dans un mode de vérité, où on discute ensemble de la situation d'une manière ouverte, pour permettre à l'élève de cheminer. Souvent, je vais dire aux élèves qui ont vécu, je vais dire, peut-être pas une activité négative, là, mais qui ont vécu quelque chose de difficile, qu'ils sont vraiment chanceux de l'avoir vécu à l'école. Le fait d'avoir vécu un moment difficile à l'école fait que nous, on a pu en discuter. Il n'y a pas eu les conséquences punitives du système judiciaire. Il n'y a pas eu les conséquences punitives nécessairement juste à la maison. On a pu en faire un moment d'enseignement, un moment où l'élève va prendre conscience du geste qui a été posé, des gestes réparateurs qui vont devoir être placés pour, justement, reprendre le droit chemin. On parle ouvertement avec les parents. On doit fonctionner ensemble. Plutôt, Éric parlait de ce partenariat. Bien, le partenariat, la transparence avec les parents, en cas individuel, pas de transparence avec toute la communauté par rapport à un cas en particulier, mais entre élève et son parent, ou ses parents, tutrice, tuteur, quelle que soit la situation, cette transparence-là est essentielle. Et d'avoir un partenariat, d'être sur la même longueur d'onde, bien, ça n'a que des résultats positifs. Il est vrai que dans certains cas, on a des situations qui sont hors de notre contrôle. Un élève avec des situations de santé mentale, où le système, l'école elle-même n'est plus le bon milieu parce que toutes les avenues ont été essayées. Et finalement, au bout du compte, on se rend compte que ce n'est plus le bon endroit pour répondre aux besoins de cet enfant-là. Ce n'est pas qu'on ne veut pas accueillir l'enfant. C'est qu'on a épuisé les ressources qu'on a. Et on essaie de les rediriger vers un autre organisme qui sont plus aptes à répondre à ces besoins-là. Mais ça, c'est une petite minorité. La plupart des cas difficiles ou la plupart des enfants qui sont identifiés à l'école, qui ont des difficultés de santé mentale, quel que soit, on est capable de répondre à leurs besoins au quotidien. On en discute ouvertement. On a l'équipe de l'orientation, direction adjointe, le service aux élèves, l'enfance en difficulté. Le personnel enseignant est là aussi pour être là pour accueillir, pour s'assurer du bien-être des élèves lorsqu'ils entrent en salle de classe. Alors, Sabri, nous avons un jeune étudiant francophone. Sabri,
Comment est-ce que l'école peut aider un jeune, un de tes amis par exemple, qui a des difficultés, soit de santé mentale, soit des difficultés à la maison? Est-ce que tu as le sentiment que l'école peut jouer un grand rôle? Oui, l'école peut jouer un grand rôle. Je sais qu'il y a pendant les tests, certains élèves qui ont des difficultés ont le droit d'aller aux bibliothèques ou d'autres endroits pour faire les tests. Mhm. Alors, les petites choses comme ça, c'est bien. Des petits gestes comme ça? Ouais. Comme si on fait beaucoup de petits gestes, je crois qu'en total, ça va beaucoup aider l'élève. Mais peut-être s'il y a des problèmes familiaux, peut-être comme une école peut comme avoir comme un psychologiste ou quelque chose, que peut-être ça peut aider. Mais je ne suis pas vraiment sûr de ce sujet, honnêtement. Très bien. Alors, je vous rappelle que vous écoutez donc un débat sur le forum débat sur le décrochage scolaire, un sujet d'actualité, puisque nous sommes dans la semaine de relâche en Ontario. Et nous avions à cette table donc 3 invités. Monsieur Francis Cronier-Thériault, directeur de l'école secondaire Toronto-Ouest, une école francophone de Toronto pour le conseil scolaire Viamonde. Monsieur Éric Quenet, enseignant à Iroquois Ridge High School, qui est une école anglophone pour le conseil public Halton. Et enfin, Sabri Bouifort, qui est un étudiant francophone à Toronto. Alors, je voudrais vous remercier tous les 3 pour ce passionnant sujet que l'on a abordé. Alors, 84%, il faut quand même se souvenir que 84% des jeunes Ontariens finissent l'école avec un diplôme en poche, mais c'est inquiétant pour les 6%, comme on a. Donc, 6%, c'est quand même important. Donc, ces jeunes, évidemment, malgré que Sabrine nous disait peut-être qu'ils deviendront comme Saint Job, mais moi je pense que ça risque d'être assez difficile sans un diplôme. Et bien entendu, on souhaite à tous ces jeunes de réussir. Alors, je rappelle que ce forum s'inscrit dans le cadre de la série Carrefour Choc 2.0 de Choc FM, un projet appuyé financièrement par le Fonds canadien de la radio communautaire FCRC. Alors, dans les mois, nous allons aborder d'autres sujets et des plateformes. Et en général, ces plateformes sont diffusées également sur les médias sociaux je regarde un petit. 82, oui, excusez-moi. 92%. Dans les écoles de langue française. Dans les écoles. 92, M. Cronier-Thériault, qui, bien entendu, fait toujours, est un très bon avocat pour les écoles francophones, me signale que c'est en fait 82% de réussite dans les. 92%. 92% dans les écoles francophones et 84%. Au niveau de la province, d'accord. Très bien. Alors, je vous ai remercié. Puis, merci aussi à Sabri qui a conçu un micro-trottoir que vous allez entendre sûrement sur les ondes de Choc FM. Et donc, le FCRC, à nouveau, ce Fonds canadien pour la radio communautaire, et qui nous a permis cette émission. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et quant à nous, nous continuons en musique sur les ondes de Choc FM 105.1. Carrefour Show 2.0, une série de forums débats sur les dossiers chauds de l'actualité, proposée par Choc FM 105.1.